femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Li Yang et Coraline Jortet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode autour du roman Le banquet aphrodisiaque qui est écrit par Li Yang et traduit en français par Coraline Jortet. Suite à une présentation de l'autrice et de la traductrice à la librairie française Le Pigeonnier à Taipei la semaine dernière, nous avions commencé à parler de cet ouvrage la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer à en parler et notamment de sa traduction et de son adaptation dans des langues étrangères avec à la fois des extraits de la conférence de la semaine dernière et un entretien avec Coraline Jortet. Sans reprendre tout ce qui a été dit la semaine dernière, le banquet aphrodisiaque est donc une sorte de grande fresque sociale et politique de l'histoire du dernier siècle de Taïwan, vue à travers le prisme de la nourriture. C'est un roman qui est sorti originellement en 2007 à Taïwan, qui a été publié en français en 2023 et dont l'adaptation en bande dessinée est sur le point de sortir à Taïwan. Voici ce que dit Li Yang de cette adaptation. L'adaptation en BD du banquet aphrodisiaque sortira à la mi-octobre. Dans le banquet aphrodisiaque, malgré le titre évocateur, il y a peu de scènes directement sexuelles. Mais il y a des plats spéciaux aphrodisiaques, des plats enveloppés. Par exemple, un plat arrive et on voit lorsqu'il est présenté qu'il s'agit d'un estomac de porc. Le chef le découpe délicatement. Il y a un poulet désossé à l'intérieur. Tous les os ont été enlevés pour que le poulet puisse rentrer dans l'estomac du porc. Ensuite, le chef découpe le ventre du poulet. Il y a dedans un mets exquis, une dizaine de têtes d'un petit oiseau qui est célèbre pour ses propriétés aphrodisiaques. Dans cette scène, avec le découpage successif des enveloppes du plat, il y a les sous-entendus érotiques. Ça évoque la préparation d'une scène de sexe. Voici donc une des scènes du banquet aphrodisiaque qui représente un défi pour son adaptation, que ce soit dans une autre langue ou bien dans un autre médium, comme c'est le cas avec le roman graphique. Enfin bref, mon écriture est très subtile, pleine de finesse dans des évocations sexuelles. Mais le BDiste avec qui je travaille n'a que 35 ans et il a grandi à Hong Kong. Donc quand je lui explique que la sexualité que je décris relève du mysticisme oriental, il ne voit pas ce que c'est que le mysticisme, ni ce qu'est Orient. Il a dessiné beaucoup de scènes très explicites. Et j'ai fini par demander d'en enlever certaines. Je trouve que la BD est plus facile à lire. Vous pouvez utiliser les outils de traduction automatique pour traduire les quelques textes de la BD. C'est plus rapide. Ensuite, après avoir lu la BD, je pense que vous aurez envie de lire la version en roman du banquet aphrodisiaque plus que la BD. Cette traduction en français a été réalisée donc par Coraline Jortet, qui est avec nous au studio et qui, pour remonter un petit peu en arrière, nous explique comment est-ce qu'elle a rencontré Li Yang. Li Yang, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par les livres, d'abord. C'est quelqu'un que j'ai lu d'abord en français, dans une traduction d'André Lévy, dans le Jardin des Égarements, quand j'étais en licence il y a très longtemps. Et puis en arrivant à Taïwan,
quelques années plus tard, directement dans son texte à elle, en lisant Chafou, donc Tuer son mari, qui a été traduit en français également par ailleurs, et Roati, donc La saison des fleurs, qui est un de ses tout premiers recueils de textes qu'elle a écrit quand elle était encore adolescente. Et donc Liang, je l'ai rencontré par la lecture, et c'est quelqu'un qui avait déjà un grand panel de traducteurs émérites et renommés en français, que ce soit André Lévy, que je viens d'évoquer, que ce soit Marie Laurillard, Alain Perrault, Roifang Vizcarra, puisque nombre de ses œuvres avaient été traduites dès les années 90-2000. Et c'est finalement beaucoup plus tard, après avoir fait une première traduction avec les ETEC, qu'ils m'ont proposé en 2021 de traduire Liang, parce qu'il est vrai qu'un nouveau livre d'elle en français s'imposait, cela faisait assez longtemps. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de la rencontrer d'abord par email, la technologie permettant. On était au lendemain de la pandémie de Covid-21, donc un voyage vers Taïwan semblait difficile. Et puis par après, au moment de la parution du livre, quand elle est venue en France, on a fait une série d'événements littéraires en librairie, dans les universités à Lyon et à Paris ensemble. Quelle importance ça a pour toi justement d'avoir ces rencontres avec le public, que ce soit en France ou à Taïwan, pour parler d'un livre en fait? Ah, c'est nécessaire. Ce sont des moments merveilleux. Enfin, moi, j'aime beaucoup à la fois en librairie et dans les universités avec les étudiants. Ça permet de voir comment les étudiants voient le texte, pour ceux qui l'ont lu, les questions que eux et elles se posent, que moi je ne me suis pas forcément posée, et vice-versa, de voir ce qui passe, et puis pour les étudiants et puis les lecteurs et lectrices de rencontrer des auteurs et autrices taïwanais. Ça me paraît essentiel, ça permet de faire vivre la littérature en direct. Liang a dit aussi aimer beaucoup aller dans les pays, présenter les livres et rencontrer ses lecteurs. Et par exemple, elle était allée en France dans les années 1990, lorsque Tuer son mari est paru là-bas. Et elle a expliqué qu'il y avait parmi le public une jeune femme très belle, très élégante, dans la vingtaine, qui a levé la main pour poser une question, puisque donc le livre Tuer son mari raconte l'histoire d'une jeune femme mariée à un boucher violent qui la bat, qui la viole, qui la prive de nourriture. Et finalement, sa femme ne supporte plus cette situation. Elle prend le couteau du boucher et elle tue son mari avec. Et donc, cette jeune femme du public lui a dit à Liang, cette histoire que vous racontez, c'est plutôt la génération de ma mère ou de ma grand-mère, mais c'est plus un problème de maintenant, puisqu'on a l'égalité. Et environ 20 ans plus tard, une lectrice taïwanaise lui a fait la même remarque, en disant que c'était une histoire de la génération de ses parents et plus la sienne. Et donc, Liang trouvait très intéressant de voir que ces mêmes réflexions sont faites à 20 ans d'écart entre la France et Taïwan. Et entre la rencontre récente avec l'autrice et sa traductrice et puis leur public, voici ce qu'en retient surtout Coraline Jortet. C'était l'ambiance chaleureuse d'avoir Liang à Taïwan, en terre, devant son public à elle, puisque j'avais fait de nombreux événements avec elle en France. Mais c'était la première fois qu'on faisait une rencontre en librairie à Taïwan, et de voir les questions qui se posaient, d'avoir cette ambiance merveilleuse aussi en bilingue, puisque le pigeonnier permet de faire des rencontres bilingues en mandarin et en français. Ça donnait une toute autre atmosphère à la rencontre. Et pour revenir un petit peu plus en arrière, alors sur le travail de traduction en lui-même, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, tout ce processus? Pour moi, le travail de traduction, ce qui va vraiment conditionner la manière dont je peux travailler sur un texte, c'est vraiment d'arriver à trouver la voix VOIX qui sous-tend la narration, et arriver à la saisir. Et dans le cas du banquet aphrodisiaque, ce qui est pas toujours évident de ce point de vue-là, c'est que même si il y a une ligne narrative continue qui font cette histoire familiale à travers l'histoire du XXe siècle taïwanaise, à travers un roman générationnel qui se construit en partant de la période coloniale japonaise, et puis à travers le XXe siècle, les angles d'attaque de chacun des chapitres sont très différents. Et on a parfois la voix de la narratrice
principal qui raconte son enfance, qui raconte son adolescence, qui raconte, sans divulgacher, la fin de la vie de son père et le deuil de son père. Et on a d'autres chapitres qui ont des angles d'attaque qui partent toujours d'une histoire familiale, mais avec des narrations à la troisième personne et un ton beaucoup plus critique et beaucoup plus incisif, et avec quelque chose à la fois de très politique et de plein d'humour. Et ces chapitres-là sont venus, en termes de traduction, assez vite, la manière d'arriver à calibrer le côté humour cinglant, et il m'a fallu plus de temps pour trouver une voix crédible à travers les âges de la vie, qui soit à la fois la même personne, mais à la fois qui donne cet effet de temps qui passe. Ça a été une des complexités du roman. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est présent du début à la fin du livre. Donc, comment tu t'organises au niveau des différents chapitres pour travailler là-dessus? Est-ce que c'est avec un brouillon ou comment ça se passe? J'ai toujours travaillé en séquence et chapitre par chapitre, en essayant de faire un premier brouillon de chaque chapitre avant de passer au suivant, mais dans l'ordre du texte. Malgré tout, ça permet d'éviter de se piéger en tant que traductrice, en introduisant des éléments de réponse qui sont parfois dans les derniers chapitres, dans les premiers, parce qu'on les a trop bien lus. Et ça arrive pas, ou beaucoup moins, si on fait une traduction dans l'ordre. Même certains traducteurs choisissent de ne pas lire parfois les romans jusqu'au bout et découvrent le roman au fur et à mesure de la traduction pour éviter ça. Alors moi, je préfère lire un texte dans son intégralité avant d'accepter ou de proposer, bien sûr, à une maison d'édition, mais malgré tout, le travail en séquence de ce point de vue-là est important. Mais il y a très vite eu, malgré tout, des chapitres plus aboutis que d'autres, enfin, dont les premiers jets, en fait, étaient déjà plus proches du texte final, et des chapitres que j'ai dû beaucoup plus retravailler et faire un 5e, un 6e, une 8e version. Et donc en tout, ça a pris combien de temps? En tout, ça m'a pris à peu près 6 mois au quotidien. De travail principalement sur la traduction, c'est ça? De travail, pas 100% là-dessus. La traduction, c'est une activité, c'est la première chose au matin. Je peux difficilement traduire le soir, après une journée d'emails, de réunions et de recherche par ailleurs. Donc ça a été 6 mois de mes quelques pages de traduction tous les matins avec le café avant d'ouvrir les mails et de faire quoi que ce soit d'autre dans la journée. D'accord. Et pour rentrer plus dans le contenu de l'œuvre, il y avait un thème que tu avais abordé un peu rapidement pendant la présentation au Pigeonnier, qui était le parallèle fait dans les derniers chapitres entre les violences faites aux femmes, les violences faites aux animaux et le végétarisme. Et tu avais dit que c'est un thème dont on parle pas mal actuellement dans les cercles féministes occidentaux, mais qui, dans les années 2000, donc quand le roman était en train d'être écrit, c'était quelque chose de très novateur. Et donc, c'était très intéressant de voir que c'était une réflexion qui était déjà présente à Taïwan, en tout cas sous la plume de Liang. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui m'avait frappée quand j'ai lu pour la première fois la version en mandarin de ce qui est devenu dans ma traduction le banquet aphrodisiaque, et qui m'a semblé tout à fait novateur pour son époque, parce qu'il faut savoir que c'est un livre qui sort en 2007, que Liang a commencé à écrire en 2001, et cette question d'une manière quasiment intersectionnelle de réfléchir à la question des violences, qu'elles soient faites aux femmes, faites aux animaux et au végétarisme, comme point à la fois de refus de la violence, qui est quelque chose qui, évidemment, ici à Taïwan, fait énormément écho aux considérations bouddhistes sur la question alimentaire, mais cette manière d'articuler ensemble ces questions-là d'un point de vue féministe, ça me semblait tout à fait nouveau pour son époque, ou en tout cas, quand c'est des questions auxquelles je me suis moins intéressée adolescente dans les années 2000-2010, c'était pas quelque chose dont on parlait, en tout cas pas dans la production culturelle qui arrivait jusqu'à moi.
aussi féministe soit-elle. Alors il y a bien sûr eu des militants anarchistes féministes, y compris dans le monde sinophone depuis les années 1910. On pense à quelqu'un comme Lee Shih-jung, qui a fondé cette usine de Caseo Sojain à Paris, et dont la démarche était celle-là. Pas sur la question de la violence faite aux femmes, je pense pas qu'il ait écrit là-dessus, mais en tout cas ce lien végétarisme et puis revendication politique très importante. Mais en tout cas, ce n'est pas un roman que j'aurais lu d'une autrice francophone probablement en 2007. Et donc c'est ça qui m'a intéressée au moment de la traduction, c'est de me dire, mais voilà quelque chose qui est dans le débat maintenant en Europe et aux États-Unis. Et on a un petit peu l'impression qu'on a nous, collectivement, féministes occidentales, inventé la poudre vers l'année 2015 à peu près. Et c'est quelque chose qui se pensait ici à Taïwan, qui s'écrivait déjà au début des années 2000. Et donc ça me semblait très intéressant à dire et à traduire. Je ne sais pas à quel point c'était pensé de manière collective, parce que c'est vrai que Liang est très précurseur dans beaucoup de domaines aussi. Mais en tout cas, elle y avait pensé, effectivement. Pour conclure cet épisode qui porte sur le livre Le banquet aphrodisiaque, écrit par Liang et traduit par Coraline Jortet, j'aimerais vous partager la description du plat préféré de Liang, un plat qu'elle dit qu'elle demandera au successeur du chef qui lui avait fait goûter de refaire pour la personne qui pourra trouver une maison d'édition francophone pour publier son nouveau livre. Si c'est votre cas, vous pouvez m'écrire et je transmettrai l'information. Voici pour vous tenter donc la description de ce plat. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas manger. Le chef qui avait fait ce plat est décédé. C'est avec le plat dans ce chapitre sur les aliments aphrodisiaques avec l'estomac de porc fourré. Le plat était présenté dans un énorme bol, dans une soupe faite à partir de 4 ingrédients spéciaux qui ont mijoté pendant 7 heures. Il y avait de la fleur des elfes, du ginseng, du pauvre, du mûrier indien et du champignon chenille. Le chef m'aimait beaucoup. Il m'a offert les restes de soupe après le banquet. J'en ai bu pendant 3 jours. Je peux vous confirmer son efficacité aphrodisiaque. J'étais vraiment pleine de désir. 我真的觉得春心荡漾。